dans ce nouvel épisode des entretiens de l'École de droit d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Antoine Garapon. Antoine Garapon est docteur en droit, magistrat et essayiste. Ses travaux traitent principalement du droit et de la justice, dans une perspective pluridisciplinaire, avec des incursions notamment en sociologie, en psychologie ou encore en anthropologie. Il anime l'émission Matières à penser sur France Culture, dirige la collection Le Bien commun aux éditions Michalon et est co-directeur de la rédaction de la revue Esprit. Il est aussi secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, dans lequel il nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui à Paris pour ce 4e épisode des entretiens de l'École de droit d'Orléans. Antoine Garapon, parmi la trentaine de livres que vous avez écrits ou coécrits, nous porterons notre attention sur Bien jugé, Justice digitale et le dernier, Victimes et après. Commençons par Bien jugé, essai sur le rituel judiciaire, paru aux éditions Odile Jacob en 1997, dans lequel vous écrivez dès les premières pages « Qu'est-ce donc qu'un procès ? C'est d'abord un rituel ». Et dans ce livre captivant, vous démontrez la puissance symbolique du rituel judiciaire. Pouvez-vous nous présenter les éléments de ce rituel judiciaire, notamment l'architecture du palais, la robe, la gestuelle, voilà, la parole judiciaire? Oui, volontiers. En fait, il est sorti en 1997, il avait été publié en 1985 sous un autre titre qui s'appelait L'âne portant des reliques. Qui est une fable de La Fontaine, et une fable de La Fontaine qui est l'histoire d'un âne qui porte des reliques et devant lequel tout le monde se prosterne, et la morale de cette fable, c'est l'âne dans sa folie croyait que c'est lui qu'on célébrait et pas les reliques. Et donc le rituel judiciaire, c'est un ensemble de découpage dans le temps, dans l'espace, pour les acteurs, pour l'utilisation du langage, qui se coordonnent pour constituer le socle anthropologique du procès. Pour faire un procès, il faut d'abord un lieu particulier, il faut se réunir, il faut découper le temps. Et donc, l'histoire de ce rituel me semble absolument indispensable pour comprendre le contenu du droit et le contenu même des propos du procès. On est dans un régime dans lequel, dans les facultés de droit, et d'une manière générale, on s'intéresse qu'au texte du droit. Le droit est un texte. Et à juste titre d'ailleurs, le droit est une série de textes. Mais on ne s'intéresse pas suffisamment à l'en-deçà de ces textes, comme le rituel judiciaire, mais il y en a d'autres, qui permettent d'établir une hiérarchie, d'ancrer le discours. Et la surprise pour moi de cette analyse sur le rituel judiciaire, ça a été, alors que je partais avec une sorte comment dirais-je, préjugé, défavorable au rituel, comme quelque chose d'inutile, de folklorique, de poussiéreux, d'intimidant, dont il faut absolument se débarrasser. J'ai terminé ma thèse avec la conviction contraire, que c'était au contraire, le rituel était une garantie à la fois pour la rationalité des débats, mais aussi une garantie pour les libertés. Certes, c'est intimidant, mais en même temps, ce rituel permet de savoir où l'on est, permet de comprendre qu'on est dans une ambiance un peu particulière, d'être sur ses gardes, de ne pas tomber dans le panneau d'une trop grande familiarité qui pourrait amener à des choses qu'on regretterait par la suite. Donc finalement, ça a été cette réflexion, je l'ai faite sur une phrase d'un livre de Durkheim sur, je crois que c'est les formes élémentaires de la vie religieuse, où il dit « Le caractère conventionnel d'une pratique ne doit jamais être présumé ». En d'autres termes, ce rituel, on pense qu'il est superfétatoire, en réalité, il est essentiel. Bon, alors moi, en tant que philosophe, peut-être, oui, j'aurais une chose à dire sur l'efficacité du rituel.
Parce que la chose fondamentale, c'est qu'un rituel, ça doit provoquer quelque chose chez ceux qui y participent. Ils doivent être différents avant et après. Donc il y a une transformation qui s'opère. Et cette transformation, donc, Antoine vient de le décrire, elle implique une espèce de cadre anthropologique dans lequel, effectivement, des textes de loi peuvent intervenir, mais pas seulement. Il y a d'autres choses qui entrent en considération, et je pense que la façon de résumer ces autres choses, c'est de dire que finalement, tous les participants doivent se dire qu'ils n'ont pas la réponse, mais que cette réponse, elle est aux mains de l'institution. Même si ce n'est pas vrai, d'ailleurs, puisque le juge ne sait pas quel jugement va finir par aboutir, mais il y a un niveau qui est celui de l'institution. Et le rituel doit montrer finalement que voilà, il faut que chacun s'élève à ce niveau-là pour sortir du cas particulier qui est le sien. Et ça n'est que comme ça qu'on arrive à se reconnaître mutuellement. Et ça paraît fondamental. J'ajouterais un point pour mes collègues juristes. C'est que j'ai travaillé sur le rituel français en pensant qu'il était universel et en pensant que ces formes, de manière de découper l'espace, le temps, d'habiller les juges, de désigner des rôles, étaient universelles. Et en réalité, j'ai compris longtemps après, et ça donne lieu d'ailleurs au chapitre qui est consacré au rituel américain, j'ai compris après que non, il y avait des rituels judiciaires, il y avait le rituel français, il y a le rituel du procès de common law, il y a le rituel du procès chinois, tous les procès ont un rituel. Et c'est une source d'information et de réflexion pour les juristes, très très précieuse, parce qu'il y a ce que les textes de droit ne disent pas, ou n'arrivent pas à dire, les symboles le disent. Alors toutefois, ce rituel disparaît dans un mode amiable de résolution des conflits, la médiation, dont on connaît aujourd'hui la promotion. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre symbolisation, moins formelle, moins violente que le procès, mais néanmoins puissante, qui agirait en médiation et qui transformerait également, dans certains cas, la perception que les personnes ont de leurs conflits? Alors, mon expérience de juge des enfants, qui est un juge qui, alors c'est pas la médiation, mais il est sans rituel, mais je crois que mes réflexions sont absolument extensibles à la médiation. La médiation a besoin de se structurer elle-même. C'est-à-dire que dans une médiation, on vient dans un certain endroit, on se comporte d'une certaine manière parce que c'est cet endroit, on rencontre l'autre partie pas n'importe comment, on décrit un protocole, bref, on reconstitue au cas par cas et de manière empirique ce que les rituels proposaient de manière générale et traditionnelle. Et c'est très bien. Mais par exemple, il y a quelque chose de très difficile dans la médiation ou dans le rituel, et c'est peut-être la fonction profonde d'un rituel, c'est de conduire une affaire à sa conclusion. S'il n'y a pas ce travail symbolique du rituel, eh bien, on ne s'en sort pas. On s'en sort pas. Les choses continuent, mais j'ai un autre argument, mais il s'est passé quelque chose de nouveau, mais il ne m'a pas ramené les gamins dimanche, etc. Il y a toujours un mais. Alors que lorsque le rituel organise le temps et l'espace et le rôle de chacun, eh bien, il conduit vers une décision qui sera, si ce n'est définitive, qui va marquer une rupture, comme le disait Jean. Il y a un avant, il y a un après, et nous avons besoin de cela pour vivre. Ça me paraît très important de remarquer ça, hein, que la dimension du rituel implique à la fois une médiation, mais quelque chose finalement qui est en position de surplomb, c'est-à-dire voilà, tout le monde doit se plier finalement à une certaine discipline que le rituel va organiser. Et ça, dans des formes absolument concrètes, hein, c'est-à-dire il y a une antichambre, on attend un moment, on entre par là, on ressort par là. Donc il y a toute une organisation de la perception qui doit être différente, de la même manière que si vous entrez dans un lieu de culte, dans certains vous devez mettre un chapeau, dans un autre vous devez l'enlever. Bon, tout ça est absolument codifié et donc transforme la perception elle-même. Et ça, je pense que cette transformation-là, c'est la première étape
vers la reconnaissance du fait que c'est un lieu particulier qui articule la médiation entre les gens, mais à partir de quelque chose qui leur est étranger. Extérieur à eux. Alors on peut se demander quel sera le devenir du rituel judiciaire dans une société dans laquelle le procès se déroulerait sur Skype, sans réunion physique dans une salle d'audience précisément, ce qui nous amène à évoquer donc l'un de vos derniers ouvrages, Justice digitale, paru en 2018 au PUF et donc coécrit avec Jean Lassaig. Alors dans l'introduction, vous indiquez que vous entendez par justice digitale la legal tech, donc les technologies numériques appliquées au droit, mise à disposition par exemple de formulaires juridiques téléchargeables, la blockchain, ainsi que la justice prédictive. Alors intéressons-nous davantage à la justice prédictive, sachant donc que demain, à partir d'une base de données de milliers de dossiers, un algorithme serait en mesure de prédire en quelques heures les chances de succès d'une procédure, sa durée probable, la solution qui serait adoptée par les juges ou les montants alloués, et le droit deviendrait ainsi, vous l'écrivez, davantage prévisible, plus prévisible. Alors ma question est la suivante. Qu'en est-il du droit et de l'humain dans une société, pour reprendre vos termes, de délégation aux machines, dans laquelle, vous l'écrivez, l'obligation des personnes de se rencontrer disparaîtrait, ainsi que la parole. La nouvelle écriture numérique, vous l'écrivez, est muette. En définitive, la justice digitale ne risque-t-elle pas de dépouiller la grande justice de sa part d'humanité? Alors, à mon avis, il faut répondre à votre question dans le prolongement des deux premières. C'est-à-dire que nous disions que le rituel était indispensable, qu'il pouvait devenir plus invisible mais continuer d'agir dans les médiations. Avec la justice digitale, la justice par informatique, par Skype, ou bien alors par des machines, des algorithmes de prédiction, il n'y a plus de contact humain. Et arrêtons-nous d'abord sur ce fait, c'est-à-dire que la technique accomplit toujours le désir secret d'une société. C'est pour ça qu'il prospère, c'est pour ça qu'il attire, parce que en raison de cette correspondance, encore une fois, profonde avec un désir de cette société. On peut se demander si aujourd'hui notre faveur pour le numérique ne vient pas finalement de la possibilité qu'il nous donne de nous éviter les uns les autres. C'est-à-dire on communique par texto, on communique tout le temps, mais on communique avec qui l'on veut et on n'a plus besoin de se rencontrer. On n'a plus besoin de se rencontrer. Et alors la comparution, le terme juridique est extraordinairement explicite comme toujours. La comparution, c'est d'apparaître ensemble, à corps présent. Parce qu'il y a un effet... simplement du fait de cette coprésence. La présence de l'autre oblige. On se tient, on retient les propos qui viennent spontanément. On ne fait plus ça devant les réseaux sociaux. Donc, premier point. La communication par Skype risque de réduire les interactions à un procès simplement à un échange d'informations, une information, ce qui serait un appauvrissement évident du procès. Alors, je ne dis pas qu'il faut se passer des machines et tout ce qu'elles nous apportent. Je crois qu'il y a un certain nombre d'actes dans un procès qui peuvent tout à fait être faits par Skype, mais certainement pas le cœur du procès qui doit rester une expérience existentielle, présentielle, comme on dit aujourd'hui. Alors, les machines prédictives, elles rapportent sur un très grand nombre de cas, elles rapportent des régularités statistiques. On a constaté que lorsqu'il y a une configuration qui ressemble à votre affaire, eh bien, la solution est celle-ci, et elle peut même de manière assez fine donner une idée des arguments qui portent le plus. Je vais prendre un exemple tout de suite pour être plus clair. Il y a une très bonne legal tech française qui a remarqué que les juges aux affaires familiaux ont tendance à augmenter la prestation compensatoire au bénéfice de l'époux non fautif lorsqu'il y a eu adultère. Et donc,
les juges continuent de rémunérer, en quelque sorte, les victimes d'adultère en raison de ce préjudice particulier. Or, on sait que l'adultère n'est plus une cause présomptive de divorce depuis la loi de 1975, donc depuis maintenant 45 ans. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour les juges. Ça montre plusieurs choses. Ça montre tout d'abord, et je pense à mon maître, le doyen Carbonnier, qui nous expliquait qu'il ne suffit pas de changer de loi pour qu'elle pénètre la tête des juges. Et qu'en réalité, c'est toujours beaucoup plus long, et c'en est une preuve. Deuxièmement, ça augmente le niveau de conscience des juges. Je suis persuadé que les juges qui rendent des décisions tous les jours, de manière répétitive dans un contentieux de masse, n'ont pas une idée exacte de leur production. Donc, c'est très bien qu'on leur donne ces moyens de mieux connaître leur production, parce qu'on peut espérer que les juges intègres, soucieux de bien rendre la justice, eh bien, feront attention à l'avenir en étant conscients de cela. Alors, il y a énormément à dire, mais sur la justice prédictive, il y a une grande part d'illusion. Une grande part d'illusion parce que c'est très difficile de réunir le nombre de cas pertinents, et puis il y a des circonstances nouvelles, etc. Ce qui me semble pas certain, mais la voie dans laquelle il faudrait aller, c'est non pas de penser à une justice prédictive qui livrerait comme ça, de manière strictement statistique et voire par intelligence artificielle, la solution, mais des logiciels qui vont permettre d'avoir une première idée dans une affaire. Et c'est un auteur américain appelle ça du pré-prédictif. Oui, ça, on peut attendre des machines, et ça, à mon avis, ça augmentera la qualité de la justice, ça ne la fera pas baisser en tout cas, de pouvoir utiliser du pré-prédictif. Jean Lassalle. Oui, alors moi j'ajouterais deux choses qui vont dans le même sens de ce qu'a dit Antoine. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait une écriture muette dans l'aspect digital des lois aujourd'hui. Et ça, on a insisté là-dessus sur le livre. Je crois que c'est très important de voir qu'il y a d'une part le procès dans sa spatialité que l'on avait écrit tout à l'heure, d'autre part, au contraire, des textes de loi qui, devenus digitaux, sont muets au sens où personne ne pourrait les lire d'un point de vue informatique. C'est-à-dire qu'on doit s'en remettre aux informaticiens qui font le travail de digitaliser les lois et de faire fonctionner ces logiciels. Les juges eux-mêmes, n'étant pas informaticiens, sont donc dépendants dans leur jugement du travail qui a été fait en amont. Donc ça paraît très important finalement de voir que, alors qu'on avait l'impression que jusqu'à présent il y avait une certaine cohérence entre les textes tels qu'ils pouvaient être lus et la façon dont le procès se déroulait, il semble maintenant qu'il y ait une séparation. Et donc une espèce de crise de la légalité, puisque finalement il y a d'une part une légalité liée au corps, à l'espace, à la rhétorique et au conflit finalement entre les parties, et d'autre part un droit automatisé qui ne relève pas d'un cadre spatial particulier. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que quand on dit droit digital, finalement, on dit au moins trois choses. On dit le fait que, dans une première étape, on a digitalisé les textes de loi pour les trouver plus facilement. Alors, plutôt que de compulser des gros volumes de loi, on les trouve sur Internet, tout le monde peut le faire, c'est très pratique, et il n'y a que des avantages à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce dont a parlé Antoine, c'est l'usage de logiciels. Alors ça, l'usage de logiciels, ça implique une hybridation entre plusieurs corps de métier, en quelque sorte. Les informaticiens, les juges, et là, il faut savoir ce que l'on décide à l'avance, qui sera automatisé et ce qui ne le sera pas. Ça, c'est une décision humaine et collective qui doit être faite. Et puis, vous avez mentionné un mot qui est celui de blockchain. Alors voilà, blockchain, c'est encore autre chose. On a appelé ça la révolution dans la révolution dans notre livre, parce qu'effectivement, on a l'impression que dans cette dernière étape, ou dans cette troisième étape, je ne sais pas si c'est la dernière, on voudrait se passer intégralement de la justice et du droit tel qu'ils avaient cours jusque-là, c'est-à-dire qu'on voudrait se débrouiller
pour essayer d'éliminer tout ce qui est intermédiaire, hein, faire en sorte qu'il puisse y avoir une justice qui soit faite de citoyen à citoyen, hein, sans en passer par des médiations quelconques. Bon, donc ça c'est une nouvelle étape qui est prometteuse à bien des égards pour un certain nombre de personnes et aussi complètement terrifiante pour d'autres. Donc de ce point de vue-là, on a essayé de faire la part des choses et de ne pas prendre absolument parti, hein, en montrant un petit peu quelle était la logique de ce qu'on a appelé la délégation aux machines. Jusqu'où elle peut aller ou jusqu'où au contraire il faut qu'elle s'arrête. Votre dernier ouvrage, donc très émouvant, coécrit avec Arthur Desnouveau, Victimes et après, et publié aux éditions Gallimard en 2019, souligne en référence notamment aux victimes d'attentats terroristes que la condition de victime ne peut se réduire au traumatisme et à la souffrance. La victime a subi donc également, dites-vous, une violence symbolique, une mise à nu physique et une mise à nu psychique, hein, devant les tiers, les policiers, les avocats, les magistrats, les experts, les journalistes, les caméras. Et cette violence symbolique engendre, dites-vous, une diminution d'être. Plus rien jamais ne sera comme avant. Sachant que bien souvent, cet épisode traumatique revient, s'impose, fait en quelque sorte effraction, hein, dans la mémoire de la victime. Alors ce sera ma question. Comment concrètement repenser, élargir notre relation aux victimes? Comment aller au-delà de la traditionnelle réparation par le versement d'une somme d'argent vers une vraie reconnaissance de la victime, une reconnaissance, une compassion orientée, comme vous le proposez, sur le registre de l'être et non sur celui de l'avoir? Alors, je crois que les victimes ont besoin de notre compassion, de notre soutien, de notre sympathie, et elles ont un moment où on ne peut rien faire d'autre que de se substituer à elles. C'est-à-dire que les victimes du Bataclan sont sonnées, ils se vivent comme des rescapés, des survivants. Les gens des services de secours arrivent et d'ailleurs subissent aussi un traumatisme vicariant, comme on dit, c'est-à-dire indirect. Et puis, il faut immédiatement mettre en place toute une série de substitutions à la victime. Le procureur va accuser à leur place, des avocats vont les défendre, des policiers vont enquêter, des journalistes vont rapporter ça à l'opinion, des artistes vont exprimer à leur manière le sentiment national. Tout le monde se mobilise et on l'a vu aussi bien pour les attentats de Charlie Hebdo que pour ceux du 13 novembre. Ça, c'est une première phase. Mais, et d'ailleurs, les victimes de terroristes, d'actes de terrorisme, sont aussi des prises comme des cibles de substitution pour atteindre le souverain, voire pour atteindre des mœurs démocratiques. Bon. Alors, ça, c'est une première phase qui va tenir jusqu'au procès. Mais après, il y a un moment où je crois que notre devoir à l'égard des victimes, c'est d'être capable de suspendre notre action, voire de nous retirer pour les laisser faire tout un travail de reconquête intérieure avec cette idée qui est terrible pour elles d'ailleurs, c'est que elles ne retrouveront jamais leur innocence biographique. Elles n'arriveront jamais à vivre comme si rien ne s'était passé. Et c'est pour ça qu'à la fin, on prend avec Arthur Desnouveau, et c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup travaillé dans l'association Life for Paris, ils reprennent l'image du vase Katsugi. Cette tradition japonaise. De remettre en valeur une fêlure, enfin un vase comportant une fêlure. Voilà. Et donc, un vase a été cassé, on le restaure, et plutôt que de faire disparaître les lignes de fracture, eh bien, on les surligne, et parfois on les peint en or. C'est ça. Et c'était une excellente métaphore de ce à quoi est appelée la victime, c'est-à-dire se reconstruire, retrouver, se rassembler, retrouver un récit qui va intégrer ce préjudice terrible, qui va permettre de le dépasser, et en sachant que plus rien ne sera jamais comme avant. Et dans ce cas-là, toutes les personnes qui les ont aidées, en se substituant à elles, encore une fois, vont devoir se lâcher prise, les laisser continuer
se reconstruire et puis ne pas s'imposer. Par exemple, Life for Paris, ce que raconte Arthur Desnouveaux, ils ont programmé la fin de leurs travaux. Ils ont dit voilà, nous on est sûrs tous ensemble jusqu'au procès, après on continuera peut-être un peu, mais notre vocation c'est un jour de cesser d'exister pour laisser toutes les victimes vivre leur destin. Très frappant de voir le nombre de victimes qui écrivent, et alors qui écrivent, dont certaines sont publiées comme Philippe Lançon et puis d'autres, des livres superbes, bon. Mais beaucoup écrivent pour elles ou pour leurs enfants. Oui, parce qu'il y a également une transmission, une victimité qui n'a pas été bien réglée, se transmet sur plusieurs générations. On l'a vu pour la Shoah, ça a été d'ailleurs très étudié pour les traumatismes, ce type de traumatisme très profond et parce qu'il concerne l'identité même, elle concerne l'être justement et pas l'avoir. Et on a vu également qu'une indemnisation trop généreuse, trop rapide, contrairement à ce qu'on pense, déstabilise parce qu'elle passe à côté. Elle passe à côté de beaucoup de sentiments, et notamment le sentiment général de tous les rescapés, qui est celui de la culpabilité. Donc, non seulement moi j'ai eu la chance de ne pas être tué ce soir au Bataclan, et 3 jours après, je reçois une somme de 10 000 euros. Mais pourquoi alors que mon traumatisme est tout intérieur. Donc, ce qu'on a voulu avec Arthur Desnouveaux, c'est effectivement dépasser peut-être une époque dans laquelle on a réduit l'expérience d'être victime au trauma, à une dimension psychologique. C'est beaucoup plus profond, il y a une dimension existentielle, voire métaphysique. Je me demandais en vous écoutant si on ne pourrait pas réfléchir à des réparations symboliques qui seraient beaucoup plus globales que la simple réparation sous forme de somme d'argent. Tout à fait. Et ces réparations symboliques, elles vont passer par c'est la médaille qui a été très bien reçue par les victimes. Ce sont les mémorials qui sont faits, et c'est l'idée d'ailleurs, un projet que je trouve extrêmement important d'un musée mémorial pour le terrorisme, parce que les crimes comme le terrorisme, les crimes de masse, comme l'affaire Breivik en Norvège, qui est différente, comme l'affaire d'Oklahoma City aux États-Unis, ces crimes de masse qui sont une forme de violence assez contemporaine, elles s'adressent à toute la société. Et la société doit pouvoir se repérer par rapport à elle. Et donc je crois que la réparation symbolique, c'est d'abord le moment du procès, quand il est possible d'en tenir un, ce qui sera le cas à partir de l'année prochaine. Et puis, c'est essayer de trouver des convertisseurs de temps qui vont permettre de passer du temps vif, de l'attente, du ressentiment, de l'espérance et de la déception, à l'après. Et l'après qui n'est pas l'oubli, l'après qui est, quand le procès se termine, cela inaugure un autre type de travail. Merci. Alors peut-être une dernière question. Est-ce que vous auriez un message à adresser donc, aux juristes qui vous écoutent, aussi bien étudiants que chercheurs, magistrats, avocats? Alors moi j'aurais un message, oui bien sûr j'ai un message. Tout d'abord j'ai un message d'envie, parce que les étudiants, en tout cas tout du moins, ils vont entrer dans une époque passionnante pour le droit. Parce qu'on voit à quel point le droit est souvent convoqué et à quel point il doit inventer des réponses nouvelles. On le voit à tous les niveaux. Et je crois que c'est une période de changement qui va être extrêmement passionnante. Et mon deuxième message serait de leur dire qu'ils ne vont pas trouver toute la raison du droit dans le droit lui-même. Ils doivent la chercher ailleurs. Dans l'anthropologie, ce qu'on a fait, dans l'histoire, dans le droit comparé, dans beaucoup de choses, et peut-être que cette pluridisciplinarité, ils auront à la vivre eux-mêmes en tant que juristes, et je crois que, j'espère, du moins c'est un vœu, qu'à l'avenir, il n'y aura pas une carrière linéaire, on est avocat, on est magistrat, on est prof, on est chercheur, mais qu'il y aura une période de recherche, une période de pratique du droit,
droit, une période d'enseignement peut-être, puis de juridiction. Voilà, je souhaite qu'à l'avenir, on se réunisse, nous autres juristes de droit privé aussi, je dis ça, et qu'on soit capable de diversifier et les approches et les carrières.